Merci une fois Pascal. Bonsoir mesdames et messieurs, monsieur le Conseil d'État. Je suis ravie de pouvoir intervenir à la suite de Paul Dembinski qui a attiré notre attention sur l'élément essentiel de l'écart entre la finance virtuelle et l'économie réelle. Je vais aussi aborder ce thème en amenant aussi l'aspect du rôle de la finance dans la géopolitique, puisque évidemment on ne peut pas séparer la finance du reste des considérations politiques, géopolitiques, puisque la finance est devenue une arme très importante aujourd'hui, celle par laquelle finalement vont se décider quelles seront les superpuissances de demain. Il y a aujourd'hui un arbitrage, quelles seront les monnaies, les régions qui vont dominer. On est dans une période de basculement très importante qui fait qu'il y a des tensions essentielles pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui en Suisse notamment, avec les attaques contre le secret bancaire par exemple, parce qu'il y a des chocs tectoniques qui se produisent entre par exemple les États-Unis et la Chine sur la domination de certains secteurs de la finance, par la voie monétaire et par la voie de la supériorité économique. Et on va aborder tout ça à travers le thème de la Troisième Guerre mondiale et financière. J'ai donné des conférences sous ce même thème depuis octobre 2010 parce qu'on voyait déjà que la tendance se dessinait avec la déstabilisation de la zone euro. Donc commençons par expliquer quels sont les volets qu'emprunte cette guerre financière. Pour moi, cette guerre oppose les États-Unis en déclin aujourd'hui, dans une situation économique préoccupante, avec des blocs rivaux qui ont émergé récemment ou sont en train d'émerger rapidement. Il y a la zone euro, la Russie et la Chine qui existent aujourd'hui comme challenger. Je pense que pour l'Occident, il y a la place pour une seule région dominante. Ce sera ou la région États-Unis avec le dollar ou la région zone euro. Je ne parle pas de l'Union européenne, je fais une distinction importante entre les deux. Je pense que l'Euroland est le challenger aujourd'hui des États-Unis, malgré toute la crise qu'il subit depuis fin 2009. Il y aura la place pour un des deux. C'est pour ça que j'avais pris cet angle dans mon livre La fin du dollar, pour dire finalement le dollar va être produit en quantité illimitée, il va se dévaluer. Est-ce que c'est lui qui va se dévaluer plus vite ou l'euro? Et la réponse était que le dollar se dévaluerait plus vite en raison du surendettement beaucoup plus important en réalité des États-Unis que de la zone euro. Si vous la prenez de manière agrégée, la zone euro est en fait moins endettée que les États-Unis. Je suis arrivée à la conclusion, en observant ce qui se passait sur les marchés pendant le choc des dettes souveraines européennes, que de l'échec de la zone euro dépendait carrément la solvabilité des États-Unis. C'est-à-dire qu'à l'instant où la zone euro offrait des dettes stables avec des taux d'intérêt relativement sûrs et des économies qui donnent confiance et qui donnent les apparences d'une meilleure solvabilité, eh bien, la zone euro risquait d'attirer les investisseurs qui sont les mêmes finalement qui allaient jusque-là sur les bons du Trésor américain. Nous sommes en présence de zones très endettées. Les États-Unis, l'Angleterre et la zone euro ont des dettes immenses et ont besoin de fonds souverains, banques centrales, investisseurs internationaux pour fournir les capitaux. Mais ces investisseurs, ils ne sont pas illimités, ils font des choix. Ils choisissent la zone la plus sûre. Donc à l'instant où l'Europe apparaît plus sûre, vous observez sur les marchés que les taux d'intérêt américains montent et donc les coûts que le gouvernement américain doit payer sur sa dette montent. Et le gouvernement américain est dans une situation telle aujourd'hui qu'il ne peut pas se permettre la montée des taux à 10 ans ou à 30 ans. Il n'a absolument aucune marge de manœuvre. Les taux à 10 ans, qu'on appelle les taux longs aux États-Unis, sont très bas aujourd'hui, ils sont à peu près à 2%. S'ils allaient à 3,5 même, pour se normaliser, voire à 7%, qui serait un taux qui serait raisonnable étant donné le risque que représentent les bons du Trésor, le pays serait déjà dans une situation de strangulation financière et frôlerait assez rapidement le défaut souverain. Donc voilà vraiment la gravité de la situation. Je pense donc que pour revenir vraiment à l'organisation de la présentation, la guerre se joue sur le plan fiscal, parce qu'il y a une guerre des paradis fiscaux, sur le plan financier, par lequel j'ai commencé tout à l'heure en parlant des attaques spéculatives que subit la zone euro depuis 2010, qui se calment maintenant, mais qui ont été très fortes pendant 2 années, et sur le plan monétaire, pardon, je parle trop près du micro,
finalement, on essaye de savoir aujourd'hui quelle monnaie va devenir la monnaie de référence internationale ou quel groupe de monnaies. Ce ne sera pas forcément une monnaie comme l'a été le dollar depuis 45 ou 71, mais plusieurs monnaies. Et maintenant, il s'agit de savoir quelles seront ces monnaies que l'on va considérer comme monnaie forte, que les banques centrales vont accepter d'avoir dans leurs réserves, que les investisseurs vont utiliser comme refuge. Tout est aujourd'hui encore en redéfinition et la guerre n'a pas complètement abouti. Mais ce qui se passe pour l'instant, c'est que je pense que la guerre fiscale, pardon, il y a un 2, c'est guerre fiscale, elle a déjà amené à la fin de toutes les formes de secret bancaire d'Europe qui se basaient sur la forme juridique de droit civil, c'est-à-dire les droits continentaux, le droit comme le Luxembourg, le Liechtenstein, la Suisse se basaient sur le droit civil. Ce sont les juridictions de droit commun, les juridictions anglo-saxonnes qui ont triomphé dans le fait de capter l'argent de l'évasion fiscale mondiale. Le sénateur Carl Levin, en mars 2009, a dit quelque chose de très éloquent qui montre bien le point de vue américain sur la Suisse. Il a estimé que les Suisses érigent le secret bancaire au rang de valeur nationale, au même titre que les Américains prisent la liberté et la démocratie. Pourtant, au même moment, Tax Justice Network, une ONG britannique, classait les États-Unis premier paradis fiscal au monde. Donc, on a vu que la Suisse a figuré sur les listes grises de l'OCDE. La Suisse s'est beaucoup inquiétée pour sa réputation par rapport à ça. Mais les États-Unis et l'Angleterre, toujours évidemment classés parmi des places très opaques par Tax Justice Network, n'ont jamais figuré sur les listes grises. Cela m'a permis de douter de l'objectivité des classements de l'OCDE. Ensuite, en octobre 2009, on a pu voir que le Delaware était numéro 1 dans l'opacité financière. J'ai récemment écrit dans le bilan que pour avoir un trust opaque du Delaware, c'est une entité légale derrière laquelle vous pouvez cacher votre identité, vous pouvez l'obtenir pour $75 en 15 minutes sur Internet. C'est la situation actuelle. Il faut comparer ça avec la situation en Suisse, où les Suisses ont voulu vraiment nettoyer leur place financière. Ça fait quelques mois. En fait, depuis mars 2009, la Suisse tente de mettre en place une stratégie de l'argent blanc qui va très très loin. J'ai également enquêté sur comment de nombreuses banques aujourd'hui imposent des formulaires d'attestation fiscale, de conformité fiscale aux clients étrangers. Si vous êtes un client de l'Union européenne, vous voulez ouvrir un compte à la BCV, eh bien la BCV va vous demander de signer comme quoi vous avez déclaré votre argent à votre fisc national. Bientôt, de tels formulaires pourraient aussi être imposés à vous et moi en tant que Suisses qui veulent ouvrir un compte chez PostFinance. Apparemment, les formulaires sont prêts, les banques se préparent au fait que le secret bancaire disparaisse également pour les Suisses. Donc voici jusqu'où la Suisse est allée pour être transparente. Au même moment, des places financières dans le reste du monde sont extrêmement opaques et accueillent non seulement l'argent de l'évasion fiscale, mais également celui du blanchiment d'argent. Blanchiment dont la Suisse s'est débarrassée déjà dans les années 90 avec sa loi LBA, la loi sur le blanchiment d'argent. Donc nous sommes en décalage, il y a manifestement deux poids, deux mesures. Il ne faut pas penser que tout cela relève d'un droit international objectif et équitable. On est beaucoup dans la politique de force. J'ai beaucoup analysé cet aspect du constat que finalement les places financières n'ont pas la même valeur suivant que ce sont des grandes puissances, des puissances nucléaires, ou que ce soit un petit pays isolé comme la Suisse qui n'avait pas d'alliés forts au moment où elle a eu ses attaques. Tout cela s'inscrit dans le contexte de la rivalité très importante entre les places financières anglo-saxonnes et celles asiatiques. Dans ce choc des titans, se traduit par des dégâts collatéraux, par exemple la Suisse qui tout d'un coup n'a plus de place dans ce concert des nations puissantes et doit tout simplement donner ses parts de marché aux plus puissants qui se retrouvent classés en premier. Londres, New York, Hong Kong et Singapour et Shanghai restent les premières et Genève dégringole. Elle était récemment 13e, elle est remontée 9e. Donc ce n'est pas une évolution linéaire si vous voulez, c'est ça. C'est progressif, il y a encore des retours de grâce pour une place financière comme Genève, mais la tendance, elle est évidente, on peut la chiffrer. Il y avait ici 1000 milliards à peu près de francs suisses d'avoirs européens, principalement non déclarés, qui vont devoir partir
se fiscaliser ou se résorber ou se déclarer volontairement ou subir des amnisties, etc. Donc c'est chiffrable, il y aura de toute façon 2 fois moins d'avoirs ici offshore sur les places principalement de Genève, Lugano, un petit peu Bâle, Zurich, mais surtout Genève va être particulièrement touchée. Ce qui se passe dans cette guerre fiscale, si on veut passer quelques minutes, je vais faire très vite, mais c'est que le Sénat américain avait analysé le problème de l'évasion américaine, qu'il a chiffré à 1600 milliards de dollars. Jusqu'en 2007, le Sénat américain lui-même disait que les responsables de cette évasion fiscale étaient les places financières comme les Caïmans, les Bahamas, les Caraïbes, les îles Marshall, etc. Il a une documentation incroyable sur ce type de places financières qui ont un type de secret qui n'est pas le secret bancaire, c'est surtout un secret financier induit par les entités juridiques utilisées, ces entités de droit anglo-américain qui sont les sociétés offshore, qu'on appelle sociétés écrans aussi, ou les trusts internationaux. Et donc ces structures ont réussi vraiment à capter d'immenses richesses américaines, les grandes fortunes texanes, etc., sont dans des trusts des Caraïbes. Et il n'y avait pas le problème de l'offshore, tel que le qualifiait le Sénat américain, n'a jamais été le secret bancaire suisse. Tout d'un coup, en 2008, on a eu l'affaire UBS et le gouvernement américain s'est uniquement focalisé sur la Suisse et sur l'UBS. Aucune autre banque n'a été punie. Pourtant, moi j'avais lu dans les documents du Sénat américain que Bank of America, par exemple, avait fait sortir des fonds pendant des années et des années de richissimes Américains. Là, aucune punissabilité. De nouveau, on voit tout ce qui permet aujourd'hui de qualifier cela de guerre. J'avais calculé qu'en Suisse, on trouvait maximum 2%, 2,8% de l'argent géré en Suisse provenait d'Amérique du Nord. Et puis, ce que gérait UBS, c'était 2% de toute l'évasion fiscale américaine. De tous les avoirs non déclarés dans le monde, UBS avait 2%, c'est-à-dire à peu près 20 milliards. Donc tout le reste, les 98 autres pourcents, étaient cachés dans des banques britanniques, américaines, et le sont toujours, et ne risquent pas de revenir de leur cachette. Donc les enjeux de cette affaire UBS États-Unis, d'abord ça a permis à l'Europe de se faufiler dans la brèche. Maintenant on a l'affaire UBS France. Vous savez que moi je ne défends pas l'UBS, j'ai écrit un livre sur le scandale d'UBS, c'était mon premier livre en 2008, et donc je suis loin de défendre l'UBS. Mais quand je vois quand UBS France aujourd'hui est de nouveau sous enquête pour soupçon de blanchiment de fraude fiscale, ça c'est le terme français pour dire que UBS a fait entrer des avoirs de fraude fiscale, ce que nous on appelle l'évasion, enfin d'avoirs non déclarés de France. Et que je vois que les banques françaises font sortir de France à peu près les 97% des avoirs français non déclarés. Mais qu'aucune banque française n'est inquiétée. Que les services secrets français sont intervenus pour documenter tous les avoirs qui rentraient à la banque UBS France. Je vois là aussi une forme de protectionnisme évidente qui est là pour que les banques françaises soient protégées et les places financières sous contrôle français, Monaco par exemple, ne sont en aucun cas inquiétées. Tout d'un coup, on n'a pas un scandale qui éclate sur Monaco. Le Luxembourg aussi est un petit peu moins regardant sur certains aspects par rapport à l'accueil d'avoirs non déclarés venant d'Europe. La Belgique est pas mal, on peut parler des Pays-Bas, on peut parler d'enclaves en Italie, d'Andorre en Espagne, enfin les petits paradis fiscaux en Europe ne manquent pas mais sont sous contrôle européen et dès lors on ne les attaque pas. La Suisse a donc payé pour moi le fait d'être isolée de l'Union européenne. Jusque-là, on présentait cela comme ayant uniquement des avantages, puisqu'évidemment la Suisse avait des taux d'intérêt bas, un taux d'endettement extrêmement bas. Mais aujourd'hui, elle est en train de payer ce que j'estime à 1/5 de son PIB, avec la perte du secret bancaire, c'est à peu près 1/5 si on ajoute aussi les métiers annexes qui profitaient de la gestion de fortune offshore. 1/5 de son PIB a été perdu en raison de son isolement en dehors de l'Union européenne. Et donc, nous sommes dans un contexte où les États, à cause de leur caisse vide, entrent dans des politiques de force, contournent le droit international, les protocoles diplomatiques habituels et plus de pression vraiment inhabituelle. C'est cela que la Suisse et le Conseil fédéral n'avaient pas su anticiper. Maintenant, moi, ce que j'estime dans cette affaire, c'est que les procédés anglo-saxons d'optimisation fiscale sont tout aussi discutables et illégitimes que le secret bancaire suisse. Cette discussion n'a jamais pu même avoir lieu. La Suisse n'a pas voulu entrer sur ce terrain, elle n'a pas dénoncé les autres, elle n'a pas exigé de niveau
de traitement égal aux autres, elle n'a pas parlé de discrimination ni de protectionnisme. Pour l'instant, elle subit, elle est sous le choc, elle n'a jamais eu d'attaque pareille de la part de partenaires et alliés, et donc elle réagit uniquement. Mais la vérité est que pour que des banques françaises ou des banques américaines fassent sortir autant d'avoirs américains et français de leur territoire, c'est tout aussi discutable que le fait pour une banque suisse d'aller démarcher sur un territoire et de ramener à Genève, par exemple, les avoirs ainsi sollicités. Voilà. Si on veut arriver sur un plan d'équité internationale, on va tout de suite voir que la réalité n'est pas du tout celle de l'équité ou du traitement égalitaire entre les pays. Je vais passer assez rapidement sur le trust anglo-saxon, qui était l'objet de mon deuxième livre sur le secret bancaire est mort, où j'expliquais que finalement, le marché de l'évasion fiscale n'arrête pas de grossir. Il est en expansion fulgurante. C'est un marché, il faut savoir, extrêmement lucratif. On estime à 15 000 milliards de dollars les avoirs non fiscalisés, qu'ils soient portefeuilles mobiliers ou actifs tangibles comme des objets d'art, de l'immobilier, des haras de chevaux, des bijoux, des yachts, des jets, enfin tout ce qui peut échapper à une fiscalité, ça représente 15 000 milliards de dollars. C'est énorme. C'est essentiellement parqué dans des trusts anglo-saxons pour leur vertu incroyable d'être à la fois considérés avec clémence par l'OCDE, le GAFI, toutes ces instances qui nous mettent sous pression, de prendre des apparences de légalité, puisque les avocats anglais qui les inventent savent exploiter toutes les brèches du droit de tous les différents pays, des grands pays. Et donc, c'est vraiment l'instrument aujourd'hui qui triomphe depuis déjà 15 ans. Les fortunes, les immenses fortunes italiennes qui sont à Jersey ont profité de ces structures, y compris à travers le conseil de la part de banquiers suisses qui leur ont dit « allez dans des trusts de Jersey, ne restez pas là ». Donc, c'est en réalité beaucoup plus compliqué, cette histoire d'attaque contre le secret bancaire, qu'on veut bien nous le présenter. Seulement, aujourd'hui, l'évasion fiscale est surtout devenue un produit plus coûteux. C'est seulement à partir de 20 millions, 50 millions que vous pouvez vraiment bénéficier d'une opacité dans une juridiction avec des conseils, des agents locaux résidents qui s'occupent de votre arrangement et de faire des schémas complexes. C'est la seule conséquence de cette guerre, c'est que les petits comptes italiens qui étaient à Lugano et les petits comptes de médecins français et de bouchers français qui étaient à Genève, ils vont rentrer, on sera rapatriés, et les comptes de multimillionnaires et de multimilliardaires, de marchands d'art comme M. Wildenstein, cette fortune de ce marchand d'art richissime décédé en 2008 en France et qui avait toute sa fortune dans des trusts d'une quinzaine de juridictions différentes, eh bien, ils vont rester hors du système. Donc, comme m'avait dit cette associée de chez Baker & McKenzie en septembre 2007, à l'époque où on pouvait encore parler d'évasion fiscale sans se faire mal voir, elle avait révélé que le trust a supplanté le secret bancaire comme instrument d'évasion fiscale. Voilà, j'ai ce graphique qui montre la tendance à long terme de la hausse des taux d'imposition en France, en Europe, qui ne vont cesser d'augmenter. Et donc le marché de l'évasion fiscale, il est là, il est exactement là. C'est la hausse des taux d'imposition que les gouvernements britanniques, français, italiens, espagnols et autres vont être obligés de faire. Dernière information, les trusts n'échangent pas d'informations et sont parfaitement calibrés pour le contexte actuel d'échange d'informations, puisque eux échappent à cela. Il est même parfois très difficile de connaître l'existence même d'un trust, y compris pour ses propres bénéficiaires qui ne savent pas encore que ce trust existe et le sauront une fois que l'administrateur très discret du trust les aura contactés. Pour terminer l'aspect sur la fiscalité, je dirais que les holdings luxembourgeoises, les Anstalt liechtensteinoises, le secret bancaire suisse, belge, autrichien, tout ça, c'était un peu l'époque où on laissait des petits pays accueillir des avoirs non déclarés. Ils ont tous été, l'un après l'autre, abolis sous pression étrangère, parce qu'à un moment donné, les grandes puissances ont décidé que c'est uniquement elles qui avaient le droit d'avoir des places financières puissantes et lucratives. Et donc, leur structure aujourd'hui triomphe. Maintenant, j'avais commencé par aborder la rivalité dollar-euro parce qu'elle est extrêmement d'actualité.
j'avais observé combien des positions de vente à découvert, je ne veux pas être trop technique, mais les spéculateurs avaient accumulé des positions vendeuses énormes contre la Grèce et les autres pays en pariant sur un effet domino de dégringolade simultanée des obligations souveraines européennes. Les attaques avaient été concertées. On sait qu'il y avait eu des dîners lors desquels les spéculateurs avaient discuté. C'est le Wall Street Journal qui a enquêté là-dessus. Les spéculateurs s'étaient concertés pour une attaque contre l'euro. George Soros faisait partie du groupe. C'est l'homme qui, vous vous souvenez, dans les années 90, a voulu couler la livre sterling, a réussi et a empoché de cette manière, pour lui tout seul, 2 milliards de dollars. Et donc, des fortunes immenses peuvent se créer si vous attaquez de gros marchés comme les marchés de la dette souveraine européenne. J'ai nommé ici quelques-uns des fonds qui ont attaqué les dettes européennes. Eh bien, j'ai eu quelques chiffres, par exemple, que sur seulement 2 mois en 2011, août et septembre 2011, ces fonds-là et d'autres ont généré 3 milliards de dollars de profit sur la chute des obligations européennes. Ces mêmes 3 milliards qui sont aujourd'hui réclamés à titre d'austérité vis-à-vis des populations. Donc, si vous voulez, les gouvernements ont été attaqués, leur taux d'intérêt est monté, ils ont eu une charge financière supplémentaire, ils sont allés les réclamer à la population. En gros, la population est en train de rembourser le gouvernement pour les profits que les spéculateurs ont raflés au gouvernement. On a vraiment quelque chose qu'on peut appeler détournement de richesse. Paul Dembinski a dit qu'il espérait vivement qu'on allait voir se rapprocher cet écart entre la haute finance, la finance spéculative, la finance d'intermédiation et l'économie réelle. Moi, je regrette qu'il y ait une parfaite impunissabilité pour ces pratiques de raid contre la dette de gouvernement qui engagent des nations entières, des centaines de millions de populations, d'habitants, des millions de fonctionnaires. Ces mêmes gens qui défilent aujourd'hui dans les rues. Pourquoi ils défilent dans les rues aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas l'austérité? Oui, personne n'aime vraiment l'austérité, mais ça va plus loin que ça. C'est parce qu'ils sentent bien quelque part que cette austérité est illégitime. Ce n'est pas à eux de payer l'entier de la facture d'une crise qui vient à l'origine de 2008 et qui a été provoquée par des bulles immobilières et financières très importantes qui ont endetté les gouvernements. Donc aujourd'hui, les populations ont payé pour les sauvetages bancaires, et maintenant, ils payent pour les sauvetages des gouvernements. Le pouvoir des spéculateurs est très important parce que leur puissance financière est telle, les 25 meilleurs spéculateurs ont gagné l'équivalent du PIB de l'Islande ensemble. Ils ont une puissance de lobbying tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui, leur lobby dépasse celui de la défense à Washington. Et donc, les tentatives de réglementation ont échoué. Si le gouvernement américain avait voulu aider la zone euro, il aurait pu venir Barack Obama ou Ben Bernanke, le président de la Banque centrale américaine, ou Tim Geithner, le chef du Trésor, déclarer « Nous avons pleine confiance dans l'euro », parce que c'est juste une question de confiance. Inspirer confiance aurait permis la stabilisation de la zone. Il n'en a été rien. Je pense que leur but était quand même de laisser faire cette situation de crise pour que les bons du Trésor américain trouvent preneur, ce qui a effectivement eu lieu. Les bons du Trésor ont connu un rallye massif parce que les investisseurs sont tous allés se réfugier dans les bons du Trésor. Il y a quand même eu en France quelques voix comme Madame Parizeau du MEDEF pour dire qu'il y a vraiment une guerre financière et psychologique contre la zone euro. Les agences de notation aujourd'hui, on sait qu'elles sont biaisées puisqu'elles notent AAA l'Angleterre, alors que celle-ci a 900% de dette sur endettement aujourd'hui, c'est absolument énorme, et son déficit budgétaire dépasse largement celui de la Grèce puisqu'elle est à 10%, 9,5%, alors que la Grèce est à 7,8%. Voilà. Maintenant, je vais parler de pourquoi on est dans cette situation. Je pense que le dollar est une monnaie aujourd'hui qui peine à justifier sa situation d'étalon de référence parce qu'elle se dévalue très vite. Depuis 1913, le dollar a perdu 98% de sa valeur. C'est absolument inimaginable. Depuis 2006, il a perdu 20% contre les monnaies fortes, rouble, yuan, euro, yen et franc suisse. Et donc, il y a maintenant sa position, sa place est discutée. Et donc, pour que le dollar continue d'être la monnaie la plus
crédible, il faut qu'il n'y ait pas d'alternative. Donc je pense que effectivement les menaces contre l'euro, les rumeurs de son démantèlement, le eurobashing permanent, l'euroscepticisme anglo-saxon à la une du FT tous les jours contribuent énormément au maintien du dollar comme unique monnaie de référence. Mais la vérité, c'est que nous assistons à la fin de l'ère dollar en raison de la situation de faillite technique que connaissent aujourd'hui les États-Unis. Ils sont de nouveau à un plafond de la dette qui est de 16 000 milliards. Ils étaient à 4 000 milliards en 1993. Leur dette a quadruplé en l'espace de 20 ans. C'est maintenant tout à fait hors de contrôle et il y a une paralysie politique complète pour gérer ce problème. Je dirais que du moins la zone euro essaye d'aborder le sujet en ayant des plans d'austérité, mais aux États-Unis rien n'est fait. La dette est parabolique, progresse à des niveaux paraboliques et je crains le pire après les élections américaines du 4 novembre. Donc, je vais passer sur les considérations concernant la politique monétaire américaine. Vous connaissez un peu ce problème où la politique monétaire américaine maintenant va être d'imprimer des billets de dollars pour acheter de la dette américaine. La Banque centrale américaine est devenue le principal acheteur de dette américaine aujourd'hui sur le marché. Ils sont aussi le principal acheteur d'immobilier américain, aussi le principal acheteur d'actions, enfin ils soutiennent un petit peu le marché d'actions derrière les investisseurs en cas d'affaiblissement du marché. Ils sont toujours là on dit que la main de la Fed est toujours présente aujourd'hui dans les obligations, marchés obligataires, immobilier, actions. Donc c'est une économie parfaitement administrée qui s'éloigne énormément du modèle de capitalisme libéral qu'on nous a si longtemps vanté. Bref, je pense qu'au final, je vais passer un petit peu parce qu'on est un petit peu en retard. Je pense qu'au final, nous arrivons à un ordre mondial post-dollar qui va venir dans la douleur. Des guerres pourraient encore intervenir entre-temps, mais ce monde futur pourrait accoucher d'un système multipolaire avec donc 3 zones, au moins 3 zones, zone États-Unis, Europe, Asie, et un monde multimonétaire. Ça, c'est aussi évident puisque la Chine, qui a quand même 3200 milliards de réserves, a annoncé son intention d'internationaliser sa monnaie. Je termine juste sur le problème que pour les États-Unis, le dollar est une affaire de sécurité nationale et qu'il est certain qu'ils iront en guerre autant de fois que nécessaire. Et dans leur capacité, évidemment, militaire, dans les limites de leur capacité militaire, dans les limites du veto chinois ou des risques qu'ils encourent par rapport à d'autres camps puissants pour défendre le statut du dollar, ce qui se comprend d'ailleurs très bien. Je vous remercie, j'ai fait un survol rapide et maintenant il y a la table ronde, donc laissons du temps pour la table ronde. Merci beaucoup.